Okay, everyone. It's so good to see you all. C'est vraiment bien de Allô? voir tout le monde. On a environ 75 personnes d'inscrits. Je crois qu'ils vont continuer de se joindre à nous. We have about 75 people registered, and I'm Environ sure. 75 personnes inscrites. Je suis certain que le monde va continuer à rentrer au fur et à mesure, mais il est 1h02, alors je suggère qu'on commence. Alors, bienvenue. Je vais d'abord parler en français. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tim Leblanc-Murphy. Je suis directeur général ici au Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick. C'est moi qui vais un peu jouer le rôle de maître de cérémonie pour la journée. So if you don't know me, my name is Tim LeBlanc-Murphy. I'm the Vous ne ED connaissez here. pas, mon nom, c'est Tim Leblanc-Murphy. Je suis directeur exécutif pour le réseau environnemental. Je vais être le maître de cérémonie aujourd'hui. I'm going to start too by On va recognizing commencer en the team reconnaissant here in the l'équipe audience. So with us ici. today, I have Alors, avec nous Annika aujourd'hui, on a Chesson, Annika Chesson, Sahira Sahira Tanath, Burkhardt, Sonny Claire Burkhardt, Tyson, Claire Vanessa Tyson, Robelsong, Vanessa Robert-Sang, Sadia Sadia Ara, Doris and Doris Doris is Pinot. not here, but Je ne our pense backup pas qu'il est garde ici, chair, mais Suret notre Suret. gardelier Ben Suret il And fait partie de l'équipe speaker et today as mon well, comité de will be pilotage aussi. Charlotte Florax, who is Charlotte the Florax va être president later président de la today, réunion d'affaires. Lucille Plus tard Doiron, aujourd'hui, Lucille Doiron, Langille, Mélanie Langille, Adam Cheeseman, Adam Cheeseman, Quinn McCaskill, Amélie Tremblay, Rachel Robichaud et Angélique Dalian. So before we begin, just some Avant qu'on technical commence, stuff. une couple de If you choses need techniques. Si vous avez translation in the course of besoin the hour, d'interprétation durant l'après-midi, please find s'il vous plaît, interpretation in the trouvez English l'icône pour l'interprétation en bas de votre écran if you et wish to listen to choisissez proceedings l'anglais in si vous allez entendre English, le tout en anglais. if you'd like to Choisissez le listen français si vous in voulez English. l'écouter en If français. you don't require Si vous translation, n'exigez stay pas in de la traduction, demeurez avec nous and sur le thank poste you to principal. Et merci James Couture à from James TD Marshall for Couture, providing excellent comme translation. toujours, pour vous fournir de l'excellente interprétation. Last technical Dernière thing chose technique, avant qu'on démarre la réunion, je veux noter que le panel pour aujourd'hui et les ateliers, on va l'enregistrer. L'AGR, on ne va pas l'enregistrer. Dans l'enregistrement, vous pouvez toujours garder, maintenir l'option de fermer vos caméras. C'est une option. Alors, je pense qu'on peut aller à la prochaine diapo. Aujourd'hui, cette semaine, encore plus que jamais, je vais commencer en reconnaissant qu'on se trouve les territoires non cédés traditionnels de peuple Mi'kmaq, Wolastoqey et Passamaquoddy. Nos territoires sont couverts par les traités de pays d'amitié que le Wolastoqey, Mi'kmaq et Passamaquoddy ont signé avec la couronne britannique en 1726. Le traité n'a pas abandonné les terres et les ressources, mais a reconnu Mi'kmaq, Wolastoqey leur titre pour établir les règles pour qu'il y ait une relation continue entre nations. Alors, je demande si qu'aujourd'hui, on pourrait prendre l'opportunité de réfléchir sur notre relation avec l'État et la colonisation et décolonisation qui a un impact sur nous comme environnementalistes. Euh, c'est clé pour un futur durable sur notre planète. J'ai aussi demandé au gouvernement de maintenir nos obligations sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples indigènes, de reconnaître ces droits. Ces droits ont été enlevés dans des politiques Norris qui a déclaré l'État vide en dépit de la présence des peuples indigènes. Reconnaissant l'État, offre une résistance pour encourager les peuples indigènes. En disant ça, la prochaine chose logique, c'est la reconnaissance que la vraie réconciliation doit retourner l'État aux peuples indigènes, nations indigènes, qu'ils avaient souveraineté sur cet État auparavant. Je veux reconnaître les actions devant les tribunaux avec le peuple Wolastoqey qui l'État qui ont jamais abandonné le titre. J'aimerais aussi reconnaître et offrir la solidarité avec des pasteurs, avec la difficulté pour maintenir le droit de traiter. Après l'édition Marshall de la Cour suprême, je ressors des traités des pays et amitiés. Et finalement, je veux reconnaître aux 1000 d'enfants indigènes qui n'ont pas revenu à la maison des pensionnats autochtones pour éliminer l'Indien de l'enfant est vu comme un génocide. La découverte des tombes augmente. Nos prières sont avec le peuple indigène. C'est notre responsabilité collective de
d'apprendre les menteries qui nous ont été comptées. Et je pense que dans votre clavardage, je vais en prendre de plus. On a commencé à compléter une liste de ressources pour la réconciliation. Ça peut être trouvé sur notre site Internet et je demande de continuer à d'ajouter à cette liste. Merci. On va commencer. Prochaine diapo. So, l'éco-confluence de cette année se déroule dans un contexte tout spécial, soit le 30e anniversaire du R&B. Ça fait déjà 30 ans qu'on est là. Lorsqu'on a commencé à parler au début de l'été de qu'est-ce qu'on voulait faire pour cette journée-là, on avait l'espoir de pouvoir se rencontrer finalement en personne parce qu'on est quand même un réseau, donc rassembler les gens, c'est une grosse partie de ce qu'on fait. On aurait mis à Shippagan, c'était l'idée pour célébrer le 30e. Mais encore une fois, cette année, la pandémie nous a joué un petit tour. Donc, pour ça, ce n'est que partie remise. On prévoit maintenant être à Shippagan au printemps 2022 avec la remise des prix R&B, le lancement d'un vidéo qui va vraiment mettre en valeur l'apport de nos membres aux communautés de Nouveau-Brunswick et quelques autres surprises. Donc, je vais... je ne sais pas, Zahira, si tu peux passer à la prochaine diapo. Je vais tout de suite remercier les commanditaires qui ont embarqué avec nous pour cette campagne du 30e anniversaire, pour la journée d'aujourd'hui, mais d'autres aspects aussi. On a l'appui de Brainworks, de la ville de Caraquet, de Nordet Architecture, Credit Union Omista, Credit Union Advanced Savings, Manulife Securities, le réseau de développement économique et d'employés du Nouveau-Brunswick et la ville de Shippagan. C'est tous des organismes qui nous ont aidés à mettre en œuvre la campagne qu'on a prévue pour reconnaître le 30e anniversaire, qui inclut la journée d'aujourd'hui. Donc, quand on a discuté de quoi on voulait parler aujourd'hui en se rassemblant, on a choisi la crise climatique parce que, selon nous, la crise climatique a un impact sur le travail de tous nos organismes en environnement et cela sans faute. Et on ne s'en échappe pas. Il y a 2 ans, on s'en souvient qu'on se retrouvait dans la rue en grand nombre pour demander une réponse plus urgente au changement climatique. Et depuis, la crise de santé publique et le COVID a dominé l'attention de nos élus et du public. On a donc voulu explorer aujourd'hui comment nos groupes en environnement, on est 122 groupes dans le réseau, peuvent s'organiser collectivement pour remettre la crise climatique à l'avant-plan, alors qu'on l'espère, la pandémie tire vers sa fin. Si la pandémie nous a appris quelque chose, c'est qu'il est bel et bien possible de s'attaquer à des problèmes qui peuvent nous sembler insurmontables si la volonté politique est là. Donc, pour vous, cet après-midi, on a une table ronde suivie de 3 ateliers simultanés sur cette question. Par la suite, vers 15 heures, on aura l'Assemblée générale annuelle, puis on demande surtout aux groupes membres, mais aux associés aussi, de bien vouloir rester jusqu'à cette partie-là pour assurer le quorum. C'est l'occasion pour approuver les états financiers, approuver les nouveaux groupes membres, les associés et réélire quelques membres de notre comité directeur. Donc, without further ado, sans plus tarder, Quinn, je pense que tu es là. Je t'ai vu inscrire. Du comité directeur, I'm going to pass off to Quinn, who's on our steering committee, to kick us off with a piece of slam poetry. Pour lancer une performance de poésie slam qui est intitulée Feu. Et ceci, ça ne peut pas être traduit. Je suis très excité d'être ici. Je pense que c'est très cool que le réseau environnemental ait 30 ans, presque 2 fois plus vieux que moi. Alors voici ma poésie slam. Species, other creatures, the thing that gave us a head start, fire, the thing that unleveled the field, made us think that what we conquered was ours to wield. Reality check. Who's in control of nature now? Fast evolving humans know it's all just illusions. We can't control fire. It's got a mind of our own. We can't use fire as our claim to the throne, because who's really the master in between us? Well, fire's stronger, don't you see? Because it's the symbol of the crisis that's tearing our world up. When our house is on fire, we have to wake up to the ashes that cover all the lies, to the smoke that chokes our planet and our skies, to the cries and the fear in the eyes of the youth. Wake up, because the tides aren't turning and we're living in a world that is burning. Trees' entire ecosystems burned to the ground, but there's still time to turn things around. The fire's within us now, deep inside, anger and passion that we cannot hide. Spark leads to flame, leads to blazing roar, and that is something politicians can't ignore. Energy sparks action, momentum is growing. Now it is clear which way the winds are blowing. The youth are alive with fire in our souls, a light on our faces, and the signs that we hold. We youth are awake to the world that we live in. We see the flames, but we're
not ready to give in. So we stand hand in hand and speak our demands. Though surrounded by flames, we draw our strength from the land. We fight fire with fire, and we're not going to stop. Though every candle may just feel like a drop of water in a bucket, that's what made up the ocean. And together we're power, so don't get the wrong notion. Sparks jump between lands, fire knows no borders. Millions stand proudly upon the shoulders of our ancestors as we look ahead to future generations and think long and hard about what kind of nations we're passing down. And we want to hear your voice, so come and join us in the most important choice we've made since the beginning of time. Do we listen to the science and turn on a dime? Does it the power of greed outweigh the power of need? The fires of destruction consuming our deeds. This is the moment where we choose, and with all we have to lose, I beg you to kindle your fire within, so that together as one we may begin the recreation of this earth, amid the ashes rebirth, and together we'll light the fires of tomorrow, and soon they'll blaze higher than the fires of sorrow. Thank you very much. Merci. Merci Well, beaucoup. Wow, I had to find an applause reaction button. Thanks, Quinn. Merci, That Quinn. was awesome. And I think it's just what we need to Incroyable. get us started. C'est quelque chose pour démarrer la session. I'd like to introduce our moderator. Alors, c'est un point ici, j'aimerais de présenter votre animatrice pour cet après-midi, Susan O'Donnell, de Rural Actions Voice for Environment. We've given our À speakers l'Université 7 minutes Nouveau-Brunswick, each on to a donné speak, nos after which conférenciers 7 Susan will minutes chaque engage in pour the parler. Après discussion. ça, Susan va les engager Invite dans la you to discussion. comment for Je vous questions invite in à the laisser vos chat. commentaires dans la boîte de clavardage et on va les répondre à la fin de la session, si le temps le permet. Donc, Susan, merci pour être ici ce matin. Le plancher, c'est à vous. Merci, Tim. Merci, Quinn, pour ce poème. Je suis contente qu'on a pu commencer la réunion de cette façon. C'était beau. Alors, j'ai été demandé d'animer ce panel. On a 3 conférencières qui vont parler chacun pour 7 minutes et je vais les présenter. Ils vont aller en ordre, Sabine, Marion et Louise. Je vais les présenter juste avant que chacun parle. Et le premier membre du panel, c'est Sabine Dietz, que beaucoup d'entre vous connaissez. Elle est très active dans le réseau. Maintenant, Sabine est la directrice générale Climat Atlantique, le carrefour des services au climat. Sabine a travaillé pour plus que 30 ans sur les espèces à risque et la conservation des écosystèmes. Alors, je vais m'assourdir et je vais passer la parole à Sabine. Merci, Susan, et merci beaucoup, Quinn. Beau poème. Aussi, je suis sur le territoire non-cédé à Sackville ici. Alors, oui, merci de m'avoir invité. Comme Susan l'a mentionné, je travaille pour une organisation but non lucratif, Climat Atlantique, une nouvelle organisation créée par les gouvernements fédéraux et provinciaux pour aider les intervenants et donneurs de droit pour avoir de l'information sur le changement climatique. Ça, c'est ma job courant. Je suis bénévole national pour les organisations de conservation et je fais du lobby envers le gouvernement fédéral et je m'engage avec des centaines d'organisations non gouvernementales sur les actions nécessaires. Qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? C'est mon nouveau rôle comme conseiller municipal depuis juin 2021, où le petit P de politique à l'avant-plan des impacts climatiques et des actions. Ceci, c'est vraiment les communautés, c'est là où le travail commence vraiment. Quand je m'ai présenté pour conseiller municipal, j'étais très public. Je voulais là, au niveau communautaire, dans nos prises de décision, on applique une lentille de climat pour l'atténuation et l'adaptation à toutes les décisions qui sont prises. Ça a l'air très facile, mais c'est pas facile. Alors, un petit bref sur l'histoire de Sackville avant que je rentre. Comment est-ce que ça fait avec le changement climatique au Nouveau-Brunswick? Après la pandémie, c'est une ville universitaire, beaucoup de projets, il y a beaucoup d'énergie. Un groupe très actif dans la communauté depuis 2006 concentre principalement sur la durabilité, mais sur l'action climatique aussi. On a plus que 2000 étudiants chaque année qui envahissent notre ville, mais je suis content qu'ils sont là. Il y a beaucoup de résidents intéressés. On a le parc club naturaliste, des organisations telles que Nature Nouveau-Brunswick a des bureaux ici avec Adam, que j'ai vu qu'il est aussi sur l'appel. Il y a eu beaucoup de présentations au conseil municipal sur différents enjeux environnementaux dans les dernières années. Il y a aussi beaucoup des grèves de climatique après pandémie. Ici à Sackville, il y avait plus que 400 personnes qui ont participé
personnels de la ville sont intéressés aussi. Mais ça, ils participent activement pour des projets comme bâtir l'adaptation climatique. On a créé la table ronde sur le changement climatique. On a un forum public en 2020 et du monde dans la communauté a appliqué une lentille climatique sur le projet Capital en 2019. Alors, qu'est-ce qui est arrivé durant la COVID? C'était vraiment, je pense que la communauté, comme tout le monde à travers le pays, on a réalisé qu'il y a, qu'est-ce que Tim a mentionné, il y a la possibilité de faire du changement assez rapidement. Et on avait un groupe de communautaires qui continue jusqu'à post-pandémie qui ont porté les choses en focus pour aider le monde qui avait besoin de l'aide. Là, on a augmenté la partie sur l'équité. Les manifestations Black Lives Matter durant le COVID. Et je pense que la communauté a réalisé que le désastre climatique n'a pas arrêté à cause du COVID. Personnellement, je supporte beaucoup l'action climatique. On a un coordinateur du changement climatique. On a un groupe de conseil sur le changement climatique et on a aussi une orientation sur le changement climatique. C'est une bonne place à être, mais il y a des tonnes de défis. Alors, qu'est-ce que je veux vous suivre aujourd'hui? C'est pourquoi, et je sais que j'ai parlé de ça avant, sur les gouvernements locaux et pourquoi ils sont si importants. Peut-être vous savez déjà que je suis actif sur d'autres fronts politiques aussi, mais pourquoi que les gouvernements locaux sont si importants? Ils sont, comme j'ai dit, à l'avant-plan de les impacts et les actions nécessaires. On regarde le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, il y a toutes sortes de choses qu'il y a besoin de faire. Les grandes décisions sont vraiment faites à ces niveaux de gouvernement, mais où c'est plus proche du monde, c'est dans les gouvernements locaux. Les conseillers municipaux ont des tonnes de choses à adresser. Je ne peux pas garder compte de toutes les réunions que j'ai eues depuis qu'on a été assermenté au mois de juin. Il y a une sensibilisation générale du changement, l'impact des changements climatiques, de quel genre d'actions qui sont nécessaires. Ça, c'est vraiment, c'est varié, c'est pas bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire pour prendre le changement climatique au sérieux et de considérer le changement climatique dans chaque décision que vous faites? Ceci, ça va exiger beaucoup d'aide du public, beaucoup d'aide des organisations de but non lucratif. Qu'est-ce que je voulais mentionner aussi, c'est que oui, les conseillers ont un rôle à jouer, ils font les décisions finales, mais les personnes sont extrêmement importantes, ils jouent un rôle majeur. Ils peuvent supporter et avancer ainsi que bloquer les avancements. Donc, quand vous travaillez avec des communautés, gardez ça en tête, ce n'est pas simplement les politiciens, il y a aussi le personnel qui travaille avec les politiciens. Politicien à petit p, s'il vous plaît. Et je dois admettre que le changement climatique n'est pas toujours pris en considération. Je pense que ça va continuer à l'être pour plusieurs années. On est même dans notre sac-là, je ne pense pas qu'on est où on devrait être, où on doit être dans un court échéancier. Pourquoi que je pense que les morceaux de casse-tête ne se placent pas bien pour les personnes dans les positions élues. Les morceaux de casse-tête qui lient les changements climatiques aux enjeux sociaux, aux enjeux de santé, toutes les choses qu'on fait comme être humain, ils se placent pas bien ensemble. Encore, qu'est-ce qui fait les conseils municipaux? Écoutez, moi, je pense que c'est quelque chose que je pourrais vous parler de ça plus, mais je pense que c'est vraiment important pour les organisations non lucratives, militants, tous ceux qui pensent comment est-ce qu'on peut avancer la communauté. Ils ont besoin des rappels constants. Ce n'est pas assez simplement pour faire une présentation une fois par année pour nous d'avoir l'orientation de conseil municipal. Il faut prendre des rappels constants. Fais attention, fais attention, fais attention. Et dites quand il y a des gaps qui sont faits. Un message très clair. Ce n'est pas assez pour dire qu'on devrait utiliser l'anti-climatique. Qu'est-ce que c'est l'anti-climatique? Qu'est-ce que ça veut dire l'appliquer à, je ne sais pas, un plan de loisirs? Qu'est-ce que ça veut dire de l'appliquer au projet capital? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vraiment, des messages très, très clairs. Qu'est-ce que vous voulez que les conseils municipaux et le personnel fassent? Et aussi être clair sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi en termes de si je veux qu'un conseil municipal comprenne quelque chose, je besoin comprendre la position. Aussi, comprendre qu'est-ce qu'il peut faire. Il y a des limites sur les conseils municipaux et les gouvernements municipaux. Et ça devrait être clair. Et il y a seulement jusqu'à un certain point qui peut aider. Mais offrez-leur de l'aide. Ils ont besoin de l'aide pour comprendre
sur le côté des impacts, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pour les communautés, mais aussi sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Quelles sont les choses qu'ils peuvent faire qui sont assez petites pour les conseillers municipaux pour dire, ah oui, on peut faire ça maintenant pour le bâtir. Les relations de travail avec le personnel municipal et les membres du conseil sont très, très importantes. Donc, j'ai trouvé à Sackville, le personnel supporte le changement climatique beaucoup plus rapidement qu'avant, quand il y avait pas beaucoup de soutien. Et moi, j'ai vécu à Sackville pour plus que 15 ans maintenant. Aussi, l'information et l'avancement et le lobbying, l'information, tout ça doit être devant le public. Pensez pas que vos élus vont creuser pour le trouver. Ils sont des bénévoles. Beaucoup d'entre eux ont des emplois à temps plein. L'information qu'ils ont besoin de gérer durant des réunions et avant les réunions et pour faire des décisions, c'est massif. Alors, ils ont constamment besoin de l'aide pour avoir de l'information. Et quand je viens à Sackville, que moi, je ramène vous avez besoin de revenir. Pensez pas simplement à ce que moi je suis conseiller, que je fais des décisions. Je suis conseiller, je peux supporter des choses, mais un conseiller seul ne peut pas changer les décisions du conseil ou les décisions du personnel. Il a vraiment besoin d'avoir du soutien continu, du lobbying et de moi qui pousse de l'extérieur. Je l'ai dit avant, les gouvernements locaux, ils demandent à l'avant-plan du changement climatique. Alors, faites attention, c'est qu'il y a une façon que vous pouvez travailler avec eux et les pousser. C'est un bon endroit à commencer, un endroit où vous pouvez être vrai, mais effectif. Merci. Merci beaucoup, Sabine, vos messages là-dedans. Et j'apprécie vraiment votre emphase sur le gouvernement local parce qu'on a de nouveaux conseils municipaux à travers la province. Je demanderai à tout le monde de sauver vos questions pour la fin. On va avoir une bonne session de questions et réponses à la fin. Maintenant, je vais vous présenter le deuxième conférencière, Marion Tétagon-Simon. À l'Institut de recherche Valorez. Marion est représentante de la province du Nouveau-Brunswick au Conseil consultatif sur le développement durable. Et Marion, vas-y, merci. Merci Suzanne, merci tout le monde, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être là aujourd'hui, donc merci pour l'opportunité. Je vais vous présenter un peu c'est quoi Valorez, puis quels sont les projets sur lesquels on travaille. Donc Valorez, c'est un organisme à but non lucratif avec plusieurs unités d'activité, donc une unité de recherche et une unité de service. Au niveau service, on offre des services en analyse microbiologique et en chimie. Puis au niveau de la recherche, donc c'est moi qui en suis la directrice. On travaille avec différents partenaires. Donc la mission, en fait, chez Valorez, c'est de servir de catalyseur de développement économique durable pour l'industrie, mais aussi pour la communauté. Et donc, pour répondre à cette mission, qui est en fait notre raison d'être, notre ambition, c'est que les problèmes de l'industrie et de la communauté puissent trouver écho dans nos questions de recherche appliquées. Donc, un peu comme partout dans le monde, on fait face à différents changements sociétaux, environnementaux et également économiques qui impliquent de proposer des solutions qui vont être novatrices, mais basées sur la recherche appliquée qui va être concrète. Donc, parmi tous ces changements-là, nous, on focalise notre soutien à l'industrie et aux communautés sur les défis qui vont être en lien avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la santé environnementale de nos milieux côtiers, l'adaptation au changement climatique, l'atténuation des conséquences des aléas climatiques, puis la préservation, l'utilisation durable et la restauration des ressources naturelles. Donc, chez Valorez, on a des infrastructures et des dispositifs de recherche qui sont quand même uniques dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Puis, on a une très belle multidisciplinarité dans nos équipes qui nous permettent d'engager des études et des questions de recherche qui correspondent aux problématiques de l'industrie et de la communauté. Tout ça en utilisant une approche scientifique rigoureuse qui va être axée sur le besoin de nos partenaires et de nos collaborateurs. Parmi les projets sur lesquels on travaille, donc j'ai mentionné tout à l'heure le changement climatique puis l'adaptation face au changement climatique, c'est qu'il y a eu un constat au niveau régional dans la péninsule acadienne, on sait un peu comme partout, l'augmentation du niveau marin, l'augmentation des fréquences et de l'intensité des tempêtes, la baisse du couvert de glace, qui vont causer particulièrement ici des problèmes spécifiques liés à l'érosion et l'inondation.
Ça, comme à titre d'exemple, au niveau érosion, il y a certaines parties des côtes de la péninsule qui, entre 1944 et 2012, ont perdu jusqu'à 86 mètres. Donc, c'est plus de 2 mètres par an certaines années, ce qui crée donc des problèmes de déplacement, des problèmes de stress, d'éco-anxiété, etc. Donc, en 2011, il y a eu l'initiative du projet Adaptation Péninsule Acadienne, qui est une initiative qui est collective et participative. Pourquoi participative et collective? Parce qu'elle réunit plusieurs organismes à but lucratif et non lucratif, mais également la CSR de la péninsule acadienne, le Forum des maires, différents ministères, donc le ministère de l'Environnement, au secrétariat au changement climatique, le ministère aussi des ressources naturelles, différentes universités, des municipalités, mais également des citoyens. Donc, c'est un projet régional qui sert à identifier et implanter des mesures pour réduire les impacts actuels et futurs de l'érosion et de l'inondation côtière. Donc, nous, notre rôle, Valores, là-dedans, c'est de servir d'accompagnateur par rapport à différentes mesures et pour chacune des communautés. Donc, en quelque sorte, offrir un service sur mesure pour chacune des communautés. La façon dont on travaille, c'est une méthodologie qui suit 5 étapes. Donc, la première étape, c'est une étape préparatoire qui va permettre de faire l'analyse de risques d'érosion et d'inondation. La deuxième étape, c'est de cibler quelles sont les priorités et les stratégies potentielles qu'on peut mettre en œuvre par rapport aux différentes zones à risque d'érosion et d'inondation qui ont été identifiées. La deuxième étape, selon le besoin, c'est de faire une évaluation, une sélection de stratégies d'adaptation. Donc là, on parle d'analyse co-avantage, d'analyse de faisabilité par rapport aux recommandations qui pourraient être faites. Il y a une troisième étape qui est la rédaction du plan d'adaptation. Donc, on rédige des recommandations, on discute avec le conseil, des citoyens, on a des consultations publiques, tout ça pour avoir une sorte de consensus par rapport au plan d'adaptation au changement climatique qui va être spécifique à la municipalité avec laquelle on travaille. Puis la dernière étape, c'est la réalisation du plan, donc la mise en œuvre du plan. Les actions sont mises en œuvre et ce plan peut être mis à jour en fonction des différents défis qui peuvent être rencontrés au jour le jour. Pour la péninsule, pourquoi l'adaptation c'est important? Qu'est-ce que ça signifie finalement? C'est que prévenir, c'est sûr que ça coûte moins cher que réagir face au changement climatique. On cherche aussi à assurer une certaine viabilité de nos communautés, essayer selon différentes méthodes ou différentes façons de limiter les dommages par rapport aux tempêtes. Puis, il y a beaucoup d'éco-anxiété qui a été observée, que ce soit avant ou après la pandémie, ou pendant, je veux dire, on n'est pas encore après, malheureusement. Bref, je ferme la parenthèse. Assurer une certaine sécurité publique et une meilleure qualité de vie. Donc, ce qu'on a à gagner à se prendre en main, à vouloir avoir un plan d'adaptation au changement climatique, c'est d'adopter des mesures ou des actions complémentaires qui vont permettre une meilleure efficacité, une uniformité au niveau de la région de la péninsule et donc plus de crédibilité face aux décideurs politiques. Par rapport aux communautés en tant que telles, il y a une réalisation d'économies d'échelle via le partage d'expertise et de ressources, puis aussi un partage de connaissances et d'expériences qui se fait. Ce qu'on a pu observer durant ces 10 années, puisque ça fait déjà 10 ans que le projet existe, c'est un processus en 5 étapes, mais ça ne se fait pas nécessairement en 5 ans. Donc, la durée de ce processus va dépendre souvent de la disponibilité des acteurs concernés, mais également va dépendre du financement qui va accompagner la faisabilité du projet. Ce qu'on a pu remarquer malheureusement, c'est qu'il existe encore, donc observé lors des consultations publiques ou non des communications, que ce soit par téléphone ou échange sur les réseaux sociaux, il existe encore des personnes qui sont récalcitrantes ou fatalistes, qui disent que les changements climatiques n'existent pas, ou d'autres même qui disent encore, ben, même si ça existe, c'est pas grave, je suis assez vieux, je vais mourir demain, c'est pas grave. Donc, on a encore beaucoup de travail d'éducation et de sensibilisation à faire. Dans ce travail de sensibilisation, là aussi, on observe que c'est difficile de rejoindre toutes les sphères ou toutes les strates de la communauté. Il y a encore des personnes, en tout cas dans notre région, qui sont soit très vieillissantes ou qui ne sont pas connectées aux réseaux sociaux, qui ont moins accès à l'information qu'il faudrait qu'on essaye de pouvoir rejoindre. Particulièrement ces 2-3 dernières années, on a observé un stress plus important de la communauté, des gens qui s'inquiètent, qui veulent savoir comment trouver une solution par rapport à l'érosion, qui veulent sauver leur patrimoine. Mais en parallèle, on voit, en tout cas pour nous, par rapport à nos collaborateurs, un intérêt qui est toujours continu
par rapport aux décideurs régionaux, que ce soit les maires, les députés, la CSR ou certains agents du ministère. Et également, je voulais souligner qu'on a eu un soutien assez important des fonds fiduciaires pour l'environnement du Nouveau-Brunswick qui a permis d'accompagner les différentes communautés avec lesquelles on a travaillé. Au niveau des initiatives, donc, par rapport à l'érosion, on a différents essais expérimentaux de restauration en utilisant des méthodes naturelles à différents endroits de la péninsule. Depuis 2020, on a commencé à accompagner le secteur agricole parce qu'il est venu à nos oreilles différents types de problèmes, que ce soit le gel précoce ou le gel tardif, des épisodes de gel qui arrivent à des périodes non prévues. Ça, c'est juste un exemple, mais il y a des exemples en lien avec de nouveaux insectes. Donc, on essaye de les accompagner dans ce sens-là. Et on a commencé cette année à accompagner le secteur aquacole. Je vois qu'il me reste 1 minute. Donc, c'est un peu ça. Tout à l'heure, on aura l'occasion d'échanger davantage par rapport à la pandémie. Mais pandémie ou pas pandémie, de toute façon, l'urgence face au changement climatique est là. Et donc, je pense que c'est très important qu'on puisse accompagner non seulement les communautés, mais également tous les secteurs industriels qui peuvent être touchés. Donc, merci tout le monde. Je laisse la parole à Suzanne. Merci, Marion. Merci de nous mettre au courant des recherches de Valorez. C'est très intéressant et bon à savoir. Merci. I'm going to introduce the final Je vais speaker. maintenant présenter la dernière conférencière, mais avant que je le fasse, Tim, en train de suivre la boîte de clavardage, vous pouvez mettre vos questions à la boîte de clavardage et on aura du temps pour une session de questions et réponses à la suite et on va continuer la discussion. So our final speaker Alors, notre dernière conférencière sur ce panel, c'est Louise Cameau. Louise est une associée de recherche et instructeur à l'Université de Nouveau-Brunswick. Dans son rôle comme consultante, Louise directe le Conseil de conservation de Nouveau-Brunswick, son programme de solutions énergétiques et de climat. Je vais passer à Louise maintenant. Merci tout le monde. J'ai mis plusieurs liens à certains des matériaux que je mentionnais dans mon 17 minutes. J'ai mis en boîte de clavardage, mais je vous encourage d'aller tout le chercher si vous êtes intéressé dans les détails que je vais vous mentionner aujourd'hui. Je structure mes commentaires comme bonne fille catholique d'après ce que Kim m'en a fait, c'est de répondre à 3 questions. Donc, je vais faire ça. La première chose, c'est les sciences avancent vite. Alors, qu'est-ce qui a changé durant les derniers 2 ans? Alors, je vais parler vraiment qu'est-ce que moi, je vois comme un moment extraordinaire. En fait, je me sens émotionnel un peu, peut-être que vous réalisez qui je suis, mais je suis émotionnel pour regarder une conférence de presse énergétique est incroyable. Quand ça vient, on change les perspectives et les tons et parler de comment qu'on est rendu à un point important. Que vous voyez des agences comme International Energy à bâtir seulement 1,5 degrés scénario pour planifier pour notre futur énergétique. Je pense qu'on est rentré dans des temps extraordinaires. Leur travail le plus récent, ça ressort du travail IPCC qui nous rappelle que n'importe quel réchauffement additionnel, c'est trop de réchauffement. Donc, on risque le chaos climatique sans être très rapidement aussi. Le International Energy Agency l'année dernière a créé un nouveau scénario, finalement, scénario d'énergie mondiale pour montrer qu'est-ce que ça prend pour demeurer à l'intérieur de 1,5 degré et les découvertes sont étonnantes jusqu'au point que les choses sont dites maintenant que ça devient du sens commun, qu'il ne peut pas avoir d'un autre projet de gaz et d'huile approuvé, mais en plus, le scénario le fait que on va l'appeler le regard commun sur l'énergie, c'est basé sur ce scénario et compare les promesses des gouvernements vers ce scénario. Et c'est quelque chose qui a été communiqué durant les derniers quelques jours. Qu'est-ce que ça montre? Même quand vous comparez ce qui s'appelle le scénario net zéro, 1,5 degré,
ce que les gouvernements ont déjà annoncé, qu'on sait tous qui est inadéquat. Ça nous... mais, mais même sous ces promesses, la consommation d'huile a été en pic à 2020, par 2025 à cause de l'augmentation rapidement de l'électrification de le transport. Alors, des transformations qui ont lieu dans le système qui va créer des réductions de gaz à effet de serre, mais il commence à nous mettre sur une voie à au moins 2 degrés, probablement plus que ça. Mais les changements durant les derniers 2 ans entre le IPCC et ce qui arrive aux institutions énergétiques ainsi qu'au niveau des finances, on continue de voir l'influence de Mark Carney, l'ancien directeur de Banque du Canada, où il n'y a pas des banques à la table sur comment ils ont besoin de s'éloigner des investissements dans les carburants fossiles. On va tous plaindre, ce n'est pas assez rapide, mais les changements en fait dans les derniers 2 ans, je crois, sont importants. D'autres changements, je pense, je dirais pas seulement dans les 2 ans, mais je dirais dans les 2 semaines, c'est que le Canada est celui qui est le plus lent comparé aux autres. Et un rapport appelé Hot or Cool, c'est une analyse de consommation des pays, des émissions des pays, et ça inclut le Canada comme un groupe tout seul, au lieu d'être mis avec les Américains. On a notre propre étude détaillée qui démontre que le Canada a plus de consommation que n'importe qui au monde. On a les plus grosses maisons, on chauffe plus, nos voitures sont plus grosses, les émissions par capita sont les plus gros des 10 pays, incluant les pays de hauts revenus tels que la Finlande, et qui ont de l'hiver, comme nous. Alors, la question du Canada est exposé non seulement pour des cibles faibles aujourd'hui, mais comme tout le monde le sait, c'est fait jusqu'à maintenant pour atteindre les cibles qui ont été établies. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va débattre ça avec moi, mais j'ai besoin de le dire parce que je crois que beaucoup de l'infrastructure et des changements réglementaires ont lieu et qu'on doit commencer à voir des changements dans un taux de déclin pareil, comme mais nos cibles, ce n'est pas notre propre part. Nos cibles ne sont pas, n'empêchent pas notre sous-consommation. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fédéral apporte à Paris maintenant qu'apporte à Glasgow? C'est complètement inacceptable. 40 à 45 et on a besoin d'être à 60 ou plus pour se rendre à zéro. Le fait que le Canada est exposé dans toutes les façons qu'ils l'ont été faites, avec le rapport d'énergie mondiale. Il ne le cache pas, on est juste là, on est au top de chaque diagramme. Et je pense que c'est des choses qui sont extrêmement importantes parce que les gouvernements ne vont plus accepter des produits des pays qui ne font pas leur propre part. Les ajustements aux frontières vont avoir lieu, nos produits vont être taxés et je voulais juste mentionner que je crois qu'il y a un changement. Aussi, je pense que c'est important qu'on nous continue à dire au monde qu'on est faillite. C'est difficile à convaincre le monde ensuite qu'on doit embarquer sur le train et virer sur un dizaine, comme je pense qu'on doit faire. C'est une question aussi, qu'est-ce qui se passe souvent de politique? Est-ce qu'on peut bâtir une approche ici similaire à la pandémie? Et je veux juste passer maintenant du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick est la province plus passif-agressive qu'on a au pays sur le changement climatique. Ils sont vraiment sur la défensive, ils ne sont pas sur l'offensive. Ils ne comprennent pas que le monde change autour d'eux et le fait qu'à travers autres raisons, telles que la restructuration industrielle, nos émissions sont en ligne avec des cibles fédérales. Ils pensent qu'il n'y a aucune autre action qui ne sert. C'est ridicule. Ça nous met à risque comme province, ça nous met à risque pour conserver un point de vue de qualité de vie. Ça nous met au risque aussi d'un point de vue économique aussi. C'est pas parce que le monde ne voudra pas avoir nos produits pollués. Alors, une couple d'exemples de situations que je pense qu'on fait face. Maintenant, on a la passivité, parce qu'on ne parle pas, ou la réduction d'émissions. On n'a pas
de cibles pour atteindre zéro par 2050. On essaie d'avoir un entente d'équivalence pour qu'on soit brûler du charbon pour les prochains 20 ans. Énergie Nouveau-Brunswick, de garder ces usines de gaz et de gaz naturel. On passe jusqu'à 2050. Irving, vous continuez à gérer son raffinerie avec les fédéraux mettent sur la table plusieurs nouveaux standards qui vont faire très difficile pour le Nouveau-Brunswick de continuer à fonctionner comme il le faisait. Alors, je vais finir en disant que je pense vraiment que l'opportunité, comme qui a été mentionné par les différentes agences et notre propre travail, c'est que le temps est c'est maintenant pour non seulement qu'est-ce qu'on ne veut pas, mais qu'est-ce qu'on veut avoir et on doit suivre l'électrification, électrifier nos provinces, nettoyer notre électricité, fermer toutes les usines de carburant fossile. Et je vois une opportunité de campagne autour de ça qu'on va discuter dans les ateliers. Merci. Merci, Louise. Je pense qu'on est tous inspirés à tout temps par ton énergie, ton dévouement et tes connaissances sur ce sujet. Alors, merci beaucoup pour ça. On va procéder maintenant à la session questions-réponses jusqu'à 2 heures. Vous pouvez soit mettre vos questions à votre clavardage ou lever vos mains. Et vous pouvez faire ça dépendamment de la version Zoom que vous avez. Si vous allez sur Réaction, il y a une main levée et vous pouvez aller sur participant, vous allez voir l'option pour lever vos mains. Ensuite, je vais demander au monde de dire leurs questions à fur et à mesure qu'ils lèvent leurs mains. Ceci, c'est un panel d'experts. Je demanderais que vous gardez vos questions brèves, dirigées à un ou tous les panélistes. Et ce n'est pas le temps pour beaucoup de discussions. On va avoir ça dans les ateliers. Donc, ceci est une chance pour faire répondre aux questions dans nos panels d'experts. Je vais demander à Vincent si que tu voudrais poser ta question dans votre clavardage avant tout. Et là, tout le monde, s'il vous plaît, levez vos mains et je vais vous aller voir de cette façon-là. We have a first question from Somi. Une question de Somi. Oh, great. I'm so lucky. Thank you. I'm realizing that je réalise que so you'll have to just to my j'ai voice. besoin d'écouter ma voix, simplement. Je ne veux pas allumer ma caméra. Yeah, Sabine, I was really Sabine, interested. j'étais intéressé à entendre ce que tu disais sur les conseillers municipaux et comment ils trouvent l'information. Je voulais en savoir plus là-dessus. Est-ce qu'il y a un endroit officiel au Nouveau-Brunswick que les conseillers municipaux sont encouragés d'aller chercher l'information avant de créer des politiques ou est-ce que c'est n'importe où? La question, je pense que c'est n'importe où et partout. Moi, j'ai trouvé que ça peut être très limité. Ce que vous pouvez avoir à travers d'autres conseils municipaux, qu'est-ce que vous avez du personnel municipal. Alors, les conseillers qui font des décisions basées sur la preuve ont besoin de faire beaucoup de creusage. Maintenant, il y a une partie curieuse que j'ai vu que Mirko Chapeau de notre conseillère municipale a fait une conseillère verte ou vraiment intéressée à supporter les actions du changement climatique. C'est un caucus climatique pour les élus municipaux. Alors, je pousse des conseillers de cette direction pour être participants et il y a un caucus atlantique qui commence. Je souhaite que ça va se concentrer, peut-être à se concentrer un petit peu plus pour l'information. Mais en général, c'est un fait simple que la majorité des conseillers ou beaucoup on travaille à temps plein, il y a la difficulté à faire le creusage approfondi. Alors, c'est pour ça que je dis qu'ils ont besoin d'informations de venir de ailleurs. Alors, quand Aquanergy fait une présentation au conseil municipal ou quand la présentation a été faite et a fait de l'orientation pour les conseillers municipaux, c'est extrêmement bien reçu parce que si vous avez une organisation, un individu qui est respecté en général, dans la communauté, cette personne peut apporter l'information pertinente au conseil municipal qui vont prendre au sérieux. Autrement, vous ne pouvez pas vraiment vous attendre des conseillers municipaux de tout faire creuser par eux-mêmes parce qu'il y a assez de choses qui ont besoin d'apprendre, beaucoup qui ont besoin de rechercher. Merci, Sabine, et merci pour cette question. On a une autre question ici de l'ANEA. Elle le dirige à Louise Cameau. N'importe qui d'autre qui répond ici dans votre clavardage.
pour l'Alliance d'hydrogène atlantique. Est-ce que vous voulez répondre à ça, Louise, si vous avez de l'information là-dessus? Oui, mais si je peux mettre le lien dans votre clavardage, ce serait excellent. Pour qu'on peut regarder. Je n'ai pas vu autre chose spécifique, mais je peux dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec l'hydrogène maintenant. Les Irving ont aussi annoncé un projet d'hydrogène à la raffinerie. Il y a beaucoup d'intérêt dans ça, que ce soit une version de vert bleu ou gris. Si ils appellent ceci vert et gaz héritage, je pensais que ce serait plus bleu que vert. Bleu, c'est quand vous utilisez des énergies renouvelables pour avoir créé de l'hydrogène, de biocarburant. Si c'est simplement le capturer le carbone, je pense que c'est ça qu'ils font. Le gaz patrimoine met beaucoup d'intérêt dans l'hydrogène. La raison pour ça, c'est que la réclamation, c'est qu'on ne peut pas électrifier tout le transport. Les transports de grosses charges ont besoin du carburant plus dense. Et alors, je vais regarder ça pour m'assurer, là, moi. Juste pour dire que c'est un problème qu'on doit faire attention, certainement. Merci, j'ai mis la lien dans la boîte de clavardage. Merci, René. Merci, Louise, pour ta réponse. Pour Marion et Louise et peut-être pour Sabine aussi. It's about translating research into knowledge. You've all Pour traduire la recherche en connaissance, tu dis mentionne la recherche, mais comment est-ce que vous portez ça aux connaissances et ensuite aux actions? Ça, c'est une autre question. Peut-être, Marion, en premier, il suffit que ton rôle, c'est comme directrice de recherche. Quand est-ce que vous pouvez évidemment répondre en français ou en anglais. But how do you move the research out? Comment est-ce que tu mets la recherche dans le monde pour que ça se traduise en action? Merci. Merci, Suzanne. Donc je vais répondre en français. La façon dont on fonctionne, c'est beaucoup de sensibilisation de nous vers les citoyens. Donc, par rapport à la recherche qu'on effectue, on essaye de faire des ateliers, on essaye de faire des petites réunions pour communiquer sur nos nouvelles observations. Nous aussi, comme l'équipe de recherche, on participe à des ateliers, on participe à des formations pour se tenir au courant et pour être à jour sur tout ce qui se fait en dehors. Il y a beaucoup d'initiatives en dehors de la péninsule qui se font. Quand je vois ce qui se passe un peu au Québec et puis même en dehors du Québec, même à travers le monde, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Puis nous, notre rôle, comme au niveau et surtout érosion, c'est de voir comment est-ce qu'on peut les appliquer ici. Il y a Helping Nature Heal qui est venu déjà plusieurs fois dans la péninsule pour faire des ateliers, des formations. Donc, ça aide, ça a été sous l'initiative de la CSR, donc la Commission des services régionaux. Puis ça, c'est des façons, parce qu'eux aussi, ils travaillent à travers des outils de recherche. Donc, c'est une façon de tenir au courant, puis de vulgariser aussi la façon dont on travaille, puis de conscientiser les gens face au changement climatique, ce qui n'est pas vraiment gagné. Il y en a vraiment encore qui sont indécis ou qui, malheureusement, qui n'y croient pas. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup de démonstrations à leur faire ou à leur démontrer. Merci, Marion. We have more questions in the chat, but I just want to autre question à clavardage, mais juste donner Louise et Sabina. Sabine, tu vas adresser la question. Est-ce que je peux aller en premier? Oui. Je veux dire une couple de choses. On fait beaucoup de recherches et on fait beaucoup de traduction des recherches des autres aussi. Et ici, quand je ne parle pas, je vais aller à notre site Internet, je vais mettre le lien, mais sur notre site web, au CCNB, on a fait beaucoup de travail pour traduire des matériaux techniques dans du langage clair. On fait beaucoup de ce genre de travail avec notre vision de l'électricité. Notre portail changement climatique est très simplifié. Alors, on essaie de faire simple. Mais on essaie aussi de parler au monde de leur propre perspective. On fait beaucoup de travail maintenant à travers la porte d'amour. On essaie de travailler avec des émotions plus positives. Et finalement, on essaie d'apprendre de nouveaux trucs. Maintenant, on en fait de la collecte de fonds. On fait beaucoup du travail incroyable. Maintenant, sur comment la communauté, le beau travail qui est fait envers le changement climatique, ça, c'est intelligent, mais on essaie aussi d'être plus intelligent et apprendre
faire plus de travail porte-à-porte, parler au monde, faire des techniques telles que l'écoute approfondie pour engager le monde à travers des histoires, et aider à expliquer, ouvrir les portes à la communication. Et on veut faire beaucoup de ce genre de travail si on peut amasser les ressources nécessaires pour pouvoir le faire parce qu'on pense que de façon passive à travers les médias sociaux ne sont pas trop efficaces. Moi, je venais de l'autre du côté de l'adaptation du changement climatique parce que climatique, son rôle, c'est de traduire, d'aider à accéder, traduire, interpréter et utiliser les données sur le changement climatique. Pourquoi que je suis intéressé dans ce travail, c'est à cause du mess qui existe. Surtout quand je regarde aux municipalités, et j'ai travaillé avec. C'est vraiment difficile à comprendre qu'est-ce qui existe et de l'interpréter à la suite. Je pense que la plus grosse chose, la façon que moi je vois ça, il y a deux parties dans ce séance, c'est pour s'assurer que vous savez quelles données que vous utilisez, où ça provient et si que c'est les bonnes données. Et l'autre partie, c'est comment est-ce que je l'utilise et comment est-ce que je fais des décisions basées sur cette information-là. Alors, c'est plutôt pour les organisations et les municipalités ou les secteurs. C'est moins pour ce que Louise mentionnait. Mon travail que je fais maintenant, je me concentre sur l'adaptation parce que c'est séparé de l'atténuation, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je pense qu'on est dans une situation, qu'est-ce que Louise mentionnait, l'espoir que les choses changent. Et moi, je me concentre, c'est vraiment que quand quelqu'un fait des décisions sur l'adaptation au changement climatique, qui ont la bonne information, ils savent où se virer. Et je sais que Climat Atlantique, c'est une organisation bureaucratique, on supporte qui va faire ce genre de travail. Alors, la traduction, l'interprétation des données climatiques, ça devient de plus en plus important parce qu'il y a système d'accès à ce genre de choses-là. Et il y a beaucoup de différentes interprétations. Alors, ce que je veux dire pour ça. Merci. Merci, Mme Dupenel, pour répondre. Sinon, on a plusieurs autres questions ici. Lucille, on a des questions avant Lucille. Mais suffit que tu es là, Lucille, pourquoi pas poser ta question? Je veux que tout le monde sait que vous aurez le temps de discuter avec les membres du panel dans les ateliers. Vas-y, Lucille. C'est pas ma faute. C'est bon. Ma question, c'était pour Sabine. Tu parles français, Sabine? Oui. Sinon, je le ferai en anglais. Je me demandais si un parti politique municipal pourrait être une solution pour apporter les municipalités à travailler de plus en plus en environnement. Parce que je sais qu'au Québec, c'est quelque chose qui se fait. Il y a beaucoup de partis politiques au municipal, fait que ça t'aide à choisir des candidats d'après leurs valeurs. Puis, on a essayé de mettre en place quelque chose de similaire dans la péninsule acadienne qui a malheureusement pas fonctionné. Mais je me demandais si c'est déjà quelque chose qui avait été proposé. C'est un peu comme au Colombie-Britannique aussi, à Vancouver, par exemple. Il y en a des partis politiques, comme tu as dit à Montréal. Je ne suis pas certaine que notre législation vraiment permette ça ou est bon pour ça. Je pense qu'il y en a beaucoup trop de problèmes avec la législation pour les municipalités. Mais sur l'autre côté, la plupart des municipalités ici sont très petites. Alors, tu commences à créer des partis, puis tu mets comme un cadre autour d'une personne, comme vert. Puis dans l'aréna des municipalités ou la gouvernance des municipalités, je ne suis pas certaine si c'est une bonne idée. Parce que dans les municipalités, on se connaît toutes là dans les petites municipalités. Je ne suis pas certaine si c'est peut-être une bonne idée pour les plus grandes municipalités, mais pas dans les petites. Je suis à 100% convaincue là, que ce n'est pas bon. Moi, je n'aimerais pas être dans un coin comme juste la personne verte. J'admets que je le suis probablement, mais ce n'est pas une bonne idée parce que les gens qui sont un peu plus progressistes dans leur politique, c'est assez facile de le mettre dans un coin comme des environnementalistes. Mais les changements climatiques, ça passe à travers tout. Tu n'as pas besoin d'être un vert ou une verte. Tu as besoin d'être quelqu'un qui pense un peu à plus long terme. C'est vraiment tout ce que tu as besoin. Il faut juste encourager les gens à se lancer en politique municipale, peu importe. Ouais. Ben, merci. Okay, great.
Thank you, Sabine, and thanks for the question. Okay, I'm going to ask Vincent. Oh, Tim, great. Je Okay. vais demander, Tim va poser sa question maintenant. Vas-y, Tim. Ma question principale pour le panel, je me demandais parce qu'on représente des groupes, on est composé de différents groupes, parce qu'il y a une pièce d'action que tous nos groupes pourraient travailler dessus. Qu'est-ce que ça serait? Question à chacun d'entre vous. Okay, we'll go first to Louise, then On va aller à Marion. Louise avant, Marion ensuite et Sabine. Merci. Je pense qu'il y a une couple de choses. La province a un plan climatique. Il expire en décembre. Les mesures qui sont financées expirent en mars. Et tout le processus qui va être lancé pour renouveler le plan climatique. Et je pense que c'est une opportunité pour faire des campagnes pour contribuer le transport électrifié et doubler nos cibles d'énergie renouvelable. Et des choses simples qu'on peut faire, de belles choses qu'on peut essayer de faire dans le plan climatique renouvelé. On a 6 mois pour le faire. Merci, Louise. Marion? Merci. Tim, est-ce que tu peux redonner ta question, mais en français? Oui, je me demandais, vu que le RENB est composé surtout de groupes, d'organismes, je voulais savoir si, selon les différents conférenciers, s'il y avait une chose, une demande ou une action qu'on pourrait tous se réunir autour de cette même demande ou action-là, que ça serait quoi selon toi? OK. Je pense que peut-être il serait intéressant de se rallier plus sur comment est-ce qu'on peut atteindre, comme travailler sur l'urgence climatique ou l'urgence de s'adapter sur toutes les sphères, que ce soit économique ou communautaire, de la même façon qu'on a pu répondre à la pandémie. Tout le monde s'est senti impliqué, tout le monde a voulu faire sa part. Puis, je pense que c'est peut-être ça qu'il faudrait faire, trouver comme des leaders positifs qui peuvent avoir l'écoute de nos décideurs, pouvoir agir. Okay, so my response to that La is réponse à ça, maybe a big P for c'est un gros P pour politique. C'est choisir, frapper vos députés par la tête, éduquez-les sur le changement climatique, parce que je vous jure, la moitié ne le voit pas. Autrement, on ne serait pas, comme que Louise a décrit, comme notre façon qu'on pense mal de changement climatique. Qu'est-ce que Louise a dit? Je pense qu'ils sont sur la Lune, je pense, et quelque part des nuages là. Frappez vos députés par-dessus la tête. Faites-le pas physiquement, non, mais s'il vous plaît, rencontrez-le et démontrez-le qu'est-ce qui se passe dans notre province déjà aujourd'hui. Qu'est-ce que le monde font face déjà. Et faites-le comprendre que ça va s'empirer. Alors, je crois qu'ils ont besoin de te réveiller. Merci, Tim. Great. Thank you, panelists. Thanks, Tim, for the Merci, question. membre du panel. Merci, Tim, pour la question. Je vais demander à Vincent maintenant pour lire la question de Quinn maintenant. You can't see it, but Yes, Vous pouvez voir, mais we have a question from Quinn for question de Louise. Quinn pour She was Louise. wondering if Louise could talk Je a bit more demandais si about Louise pourrait what parler she un peu mentioned about other sur countries quelques- potentially sur refusing to accept autres products from pays countries potentiellement qui vont who refuser aren't d'acheter in des line with produits their qui ne emissions s'enlignent targets. pas avec leur cible des émissions. Oui, c'est une nouvelle politique chaude. Là, l'Union européenne a commencé ceci, c'est appelé l'ajustement à la frontière de carbone. Il menace de placer des tarifs sur l'importation des pays avec de faibles politiques de changement climatique. Biden aussi considère ces genres d'ajustements qui affecteraient les exploitations canadiennes. Et moi, je souhaite qu'ils vont appliquer ça à notre électricité pour qu'on ne peut pas vendre l'électricité des sources de fossiles. Et vous allez aussi entendre des politiciens qui parlent de ça, et ils parlent de ça comme si nous, on va mettre une taxe sur les exportations de la Chine et des pays de ce genre. Ils ne pensent pas que ça va affecter le Canada. Moi, je pense que le risque, c'est au Canada plus que ça va être aux autres. Mais ça s'en vient, ça va être la taxation de deux sens. Merci, Louise, et merci pour la question, Quinn. Je pense qu'on a seulement une autre question parmi les messages. Alors, on va aller à ça. Et ensuite, on va... could everyone who's not speaking please go on silent? But the question's from Sadia. La So question... Vas-y, merci. Ma question s'adresse surtout aux
trois panélistes là. J'aimerais vraiment savoir comment faire pour que les communautés prennent plus position pour assurer la continuité comme des activités, afin que les actions continuent à être viables. Parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de projets de recherche qui se font, que ce soit au niveau de Valores ou bien d'autres projets de recherche avec Luis Como. Mais comment plus atteindre vraiment les communautés afin que les initiatives viennent des communautés et qu'il y ait comme un genre de transmission de connaissances qui se fait. Donc, que les communautés se prennent beaucoup plus en main sans avoir à chaque fois que d'autres acteurs viennent et puis interviennent, mais qu'ils aient comme une formation de base afin que la connaissance puisse être transmise, mais que des actions viennent aussi plus d'eux. Thank you. Merci, Célia. Ce sera la dernière question et je vais demander à Marion premièrement de répondre. Merci. Merci Suzanne, merci Sadia. La façon dont, par rapport au projet adaptation PA, dont on procède, dans la dernière étape du processus, on fournit tous les outils à la municipalité. Donc, s'il y a des outils pour la sensibilisation, donc ils peuvent le mettre dans leurs journaux municipaux, ils peuvent le mettre dans l'écho. Donc, il y a possibilité de raviver ça puis d'envoyer l'information continuellement de manière saisonnière chaque année pour informer puis sensibiliser la population. On fournit aussi des outils par rapport à s'il y a besoin pour les restaurations ou faire des ateliers, etc. Donc, de plus en plus, les différents ateliers qui sont faits dans la péninsule, on a de plus en plus de participants. Donc, les gens viennent, puis ils apprennent, ils comprennent pourquoi il ne faut pas faire de tonte jusqu'au bord de la côte, comment je peux préserver pour l'érosion. Ils posent des questions qui parfois peuvent sembler stupides pour certains, et puis d'autres sont juste méconnaissants. Donc, c'est à travers ce genre d'ateliers-là, régulièrement, comme les conscientiser, il y en a qui font entre guillemets, des sortes d'exercices par eux-mêmes après ces ateliers-là pour protéger leur propre côte parce qu'ils ont compris le bien fondé de telle méthode versus une autre. Donc, je pense que, en tout cas, pour notre part, on fournit les outils, puis on est toujours présent, comme nous, on a le soutien quand même de... Puis, je pense que c'est le cas pour plusieurs OSBL, mais on a quand même le soutien du ministère de l'Environnement par rapport à ce côté d'éducation puis de sensibilisation face au changement climatique, comprendre c'est quoi l'érosion. Puis je vais profiter, je vais tricher un peu pour répondre vite fait à la question de Yannick, je pense, mais comme la pleine municipalisation, je pense que c'est super important pour nous, dans le sens où dans la communauté de la péninsule acadienne, il y a des municipalités, il y a des villes, des villages, mais il y a aussi des DSL qui, eux, sont un peu à part, donc qui ne peuvent pas rentrer dans un peu le circuit d'aller par eux-mêmes faire une demande de subvention, puis avoir leur plan à eux. Donc, oui, peut-être aller vers la pleine municipalisation, ça va aider à toucher toutes les communautés et que toutes puissent apprendre à s'adapter face au changement climatique. Thank you. Merci. Thank you. I'm going to have to end it here. On a besoin de finir ici parce qu'on a déjà entré dans le temps de l'atelier, mais je veux donner un applaudissement virtuel au membre du panel et à les autres qui ont posé la question. Maintenant, je vais passer la parole. Je pense que c'est Tim maintenant qui va expliquer la prochaine étape. Merci aux membres du panel, à Louise, Marion et Isabelle. Merci à toi, Susan, de faire du bon travail pour l'animation. Merci pour vos questions et commentaires aussi. Questions très pertinentes. La prochaine partie de l'après-midi, c'est les